10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre matinale éducative de la télé-école. Le 10h midi, l'émission du rendez-vous du donner et du recevoir dans lequel il y a un partage d'expériences, de rencontres et surtout d'invités de marque. Pour aujourd'hui, nous aurons une rubrique dédiée sur l'art oratoire. Alors, pour la découverte des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Pour aujourd'hui, nous aurons à discuter sur la rubrique leadership et éducation avec comme thème développer sa confiance en soi avec l'art oratoire. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Coach Diao qui est cofondateur de l'école de la parole et également coach en art oratoire. Bonjour Aliou Diao. Bonjour Mayang, merci pour l'invitation, je suis très honoré. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de comment développer sa confiance en soi avec l'art oratoire. La confiance en soi est vraiment quelque chose dont tout le monde a besoin, que vous soyez jeune, professionnel ou même une personne du troisième âge, vous en aurez besoin. Et pour commencer, Coach Diao, comment est-ce que vous définiriez les termes confiance en soi et art oratoire? D'accord, très bien. Alors, concernant la confiance en soi, c'est le fait de croire en ses capacités, en ses talents, en ses valeurs. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes dans la société ont du mal à avoir confiance en elles-mêmes, malheureusement. Et c'est pourquoi nous avons du mal à prendre la parole, nous avons du mal à pratiquer ce qu'on appelle l'art oratoire. Et l'art oratoire, c'est le fait de savoir bien communiquer, de refléter la beauté à travers ses dires, d'adopter une très très bonne prise de parole, d'être un artiste de la parole. Tout simplement. Et en parlant de beauté, vous êtes très lumineux aujourd'hui. Ah, merci. Franchement, Alors, je suis content. Merci pour l'éclaircissement des propos. Et vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous impliquer aujourd'hui dans cet art oratoire? Alors, il faut comprendre que l'art oratoire n'est pas une chose innée, mais c'est une chose acquise. Donc, moi, j'ai été une personne extrêmement timide, qui manquait de confiance en moi-même. Je me rappelle, étant élève, c'était toujours compliqué d'aller au tableau et j'en suis sûr actuellement, je ne suis pas le seul. Hein. Je parie qu'il y a des élèves actuellement qui ont du mal même à lever la main pour répondre à la question posée par le professeur. Et pour dire que c'est un travail que j'ai mené à travers une sorte de révélation. Je me suis dit à un certain moment, mais attends, pourquoi est-ce que moi, à chaque fois, j'ai du mal à m'imposer? Pourquoi est-ce que moi, à chaque fois, les autres ont la possibilité de s'afficher, de s'affirmer? Et moi, à chaque fois, je suis dans mon coin. J'ai du mal à donner le meilleur de moi-même. J'ai du mal à extérioriser le fond de mes pensées. Pour ce faire, je me suis dit, je vais essayer d'adopter une sorte de technique. Et la technique, c'était quoi? C'était la règle du 3, 2, 1. C'est-à-dire en classe, j'étais là, je m'asseyais. Lorsque le professeur posait une question dont je connaissais la réponse, qu'est-ce que je fais? Je dis dans ma tête, à 3. 1, 2 et 3. Monsieur! Et là, automatiquement, psychologiquement, je me forçais à prendre la parole. Et maintenant, c'est devenu un goût. Et à la suite de cela, ça m'a permis de m'afficher, ça m'a permis de véritablement, comment dirais-je, prendre la parole en classe, dans l'enceinte de l'école, à travers les clubs, ainsi de suite, jusqu'à participer au concours d'art oratoire. Et donc, c'est à travers les concours d'art oratoire que j'ai rencontré de magnifiques orateurs. Des personnes qui ont été là, qui ne vivent que pour l'art oratoire, qui ne vivent que pour l'esthétique des mots. Et j'ai rencontré de merveilleux collègues, entre guillemets, ouais, je les flatte un tout petit peu. Et de passage, je les salue, Mbalo et Mbaye, avec qui je travaille, et nous avons fondé une structure, un sanctuaire de la parole, où nous partageons, disons, la modeste connaissance que nous avons avec la jeunesse sénégalaise. D'accord. Alors, tout à l'heure, certainement, on parlera de votre institut. Alors, vous avez dit que tout à l'heure, vous étiez timide. Mais, au fait, les causes
du manque de confiance en soi. Mhm. Quelquefois, vous ne pensiez pas que ça peut être dû à notre environnement ou à la tradition ou même aux valeurs que l'on a acquises dans notre famille. Oui, parlons de tradition d'abord, parce que pour moi, avec la culture sénégalaise, cette société sénégalaise, lorsque nous sommes enfants déjà, euh, on nous interdit la parole. Parce que lorsque même on est là et qu'il y a des personnes qui parlent, et qu'on regarde les personnes attentivement, essayant de savoir le pourquoi, le comment, etc., automatiquement les parents disent « Eh, baisse les yeux !» Surtout les filles. Donc, nous poussons ainsi à baisser le regard, à être dans notre coin, à ne pas prendre la parole. Maintenant, arrivé à un certain âge, on te dit, toi à qui je n'ai jamais donné la parole, maintenant parle. Pour dire que c'est le milieu qui détermine l'être que nous sommes. C'est la société qui fait de l'homme ce qu'il est. Maintenant, le problème également, c'est que des fois, nous sommes dans un environnement où il y a le poids du regard des autres sur nous, le jugement des autres. Et c'est pourquoi la personne a du mal à s'imposer. Elle se dit, si je prends la parole, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Est-ce que j'aurai Oui. Est-ce que j'aurai la possibilité de dire les choses telles qu'elles sont? Est-ce que je suis capable de prononcer un excellent discours? Est-ce qu'à la fin, ces personnes-là vont aimer mon discours? Maintenant, toutes ces choses-là font de sorte que nous sommes stressés, nous sommes animés par le trac et la peur de décevoir. Et maintenant, c'est la peur qui empêche beaucoup de personnes de dévoiler leur talent, de dévoiler leur plein potentiel. Et malheureusement, cette peur-là, elle devient une corde invisible qui nous empêche d'aller de l'avant, malheureusement. D'accord. Et comment est-ce qu'on pourrait vivre avec cette peur? Tout d'abord, il faut comprendre que la peur est une réaction normale, banale, universelle. Devant une situation pas normale du tout, on se sent menacé. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on me regarde? Donc du coup, la personne se dit, là, c'est chaud. C'est pourquoi il y en a qui traduisent cette peur-là par une sorte de paralysie. Il y en a d'autres qui ont du mal à s'exprimer. Il y en a d'autres qui parlent rapidement. Qui bégayent même. Il y en a d'autres qui bégayent. Il y en a d'autres qui ont du mal à respirer. Maintenant, comment est-ce qu'il faudrait éradiquer cette peur? Je ne pense pas qu'on puisse éradiquer la peur. La peur devient ce qu'on appelle la mère de toutes les émotions. Parce que pour moi, dans chaque situation, il y a une peur d'abord. Avant d'aimer, nous avons peur. Donc tout à l'heure, avant de commencer, avant de commencer naturellement, vous avez eu peur. J'ai eu peur avant de commencer naturellement, j'ai eu peur. Je suis un être humain. Et moi, je me dis que comment serait l'être humain s'il n'y avait pas de peur? Chacun aurait la liberté de faire ce qu'il veut. Aurait la liberté d'adopter un comportement peut-être indécent. On n'aurait pas le recul. On va se dire, bon, je fais ce que je veux. Tout serait permis. C'est clair. Et c'est pourquoi maintenant la peur même de Dieu force l'homme à se ressaisir, force l'homme à adopter une personnalité adéquate en soi. Et donc la peur est une excellente chose. Maintenant, quelle sorte de peur est-ce qu'il faudrait adopter? Parce qu'il y a deux formes de peur. Il y a ce qu'on appelle la peur qui nous permet en soi d'aller de l'avant, qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Et il y a une peur qui nous paralyse. Par exemple, si tu es poursuivi par un chien, par exemple, il y a deux façons. Là, tu es animé par une peur. Maintenant, soit tu t'allies avec la peur pour courir plus vite et le chien ne va pas t'attraper, soit la peur te paralyse. Et si elle me paralyse, ça ne sera pas bon. Jamais. Surtout si c'est un chien féroce. Exactement. Maintenant, avec la peur, c'est important. C'est important de se rallier avec elle. Il y en a qui font de magnifiques discours en essayant de dompter leur peur, en essayant d'utiliser la peur pour pouvoir prononcer un bon discours. Parce que imagine que vous faites un discours où il n'y a pas d'enjeu. Parce que toutes les personnes qui ont peur, c'est parce que ces personnes se retrouvent dans une situation où il y a de l'enjeu. Il y a quelque chose à perdre. Peut-être la personnalité, peut-être l'estime de soi, peut-être la confiance en soi, peut-être le poids du regard des autres ou bien le jugement des autres sur soi. Et maintenant, du moment où certaines personnes sont avec leurs amis, par exemple,
il n'y a pas de peur du tout. On parle librement. On dit les choses telles qu'on les ressent. Maintenant, quand est-ce qu'il y a une peur? C'est lorsqu'il y a une situation où nous sommes contraints de véritablement parler en faisant allusion qu'il y a des enjeux. Maintenant, psychologiquement, on doit se préparer. Nous faisons tout pour dire à la personne que vous devez commencer par méditer. La méditation permet de se donner bonne conscience. La méditation permet de se libérer de notre corde invisible. La méditation permet tout bonnement de régulariser notre peur et de pouvoir maîtriser cette peur-là. Parce qu'en soi, la prise de parole, ce n'est que le contrôle. On maîtrise ce que nous disons et on maîtrise la manière dont nous disons la chose. Mais imagine qu'on ne maîtrise pas notre peur. Là, je suis en train de trembler. Oui, mesdames et messieurs, etc. Là, je tremble parce que j'ai peur. Là, j'ai du mal à m'exprimer parce qu'en fait, j'ai peur. Maintenant, du moment où on décide de discuter avec notre peur, par exemple. Marianne, ma peur s'appelle, je sais pas, Choupinou. Par exemple, je l'appelle Choupinou. D'une manière psychologique, hein. Ah oui. Je l'appelle Choupinou, je lui dis, mais Choupinou, je dois prendre la parole. Maintenant, tu sais que j'ai peur. Tu m'animes toujours. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Ne penses-tu pas que tu dois t'allier avec moi pour que nous puissions montrer à ce public-là, ou bien à mon interlocuteur, ou bien à mon boss, que nous sommes à la hauteur, que nous sommes capables de faire un bon discours, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ainsi, nous allons montrer notre propre personnalité. Et ce discours que vous venez de tenir, si vous le teniez devant une assemblée, bon, pour quelqu'un qui se présente à un concours d'art oratoire, je pense que il sera déjà acclamé et ça lui donnera du courage. Exactement. Mais même dans les concours nationaux d'art oratoire, vous allez voir, dans les coulisses par exemple, il y a des orateurs qui sont là, qui hurlent, qui crient pour amoindrir le stress, pour diminuer le trac, pour essayer d'éradiquer un tout petit peu la peur. Parce que le fait de se dire, mais il y en a qui donnent comme conseil, par exemple, lorsque nous sommes face à un public et que nous avons peur, ils disent, pourquoi pas ne pas s'imaginer nu devant les gens. Et si on s'imagine nu, on se dit, on est à découvert actuellement. On n'a plus rien à perdre. On doit dire tout ce qu'on veut dire. Parce que là, actuellement, on ne calcule plus personne. La peur nous anime du moment où on décide de calculer ce que les gens pensent, ce que les gens vont dire. Maintenant, si du moment où on ne calcule plus, cela veut dire qu'il n'y a plus de pression, il n'y a plus de trac, il n'y a plus de stress. Maintenant, pour éradiquer d'une manière psychologique, qu'est-ce que nous devons faire? On s'imagine à découvert, nu. Et là, mais regarde l'enfant. L'enfant qui court nu. Mais il se dit, moi, ce que les autres disent ou pensent, voilà. Donc, il se lâche. Et maintenant, l'idéal dans une prise de parole, c'est de pouvoir se donner corps et âme, de donner le meilleur de soi-même et de pouvoir maîtriser et dompter cette peur-là. D'accord. En tout cas, merci. Je pense que les téléspectateurs sont très émus de vous entendre aujourd'hui. Donc, depuis tout à l'heure, vous parliez des techniques, vous parliez aussi des différentes peurs qui sont là et de comment pouvoir vivre avec. Mais dans le monde professionnel, aujourd'hui, bon, même dans le milieu social, hein, pourquoi est-ce qu'il est important de développer sa confiance en soi? Très bien. Vous savez, on ne peut rien bâtir sans confiance en soi. Mais imaginez un orateur qui est là, qui présente un projet. Et lui, à travers sa présentation, on voit nettement que lui, il n'a même pas confiance en ce qu'il dit. Comment est-ce qu'il peut espérer convaincre quelqu'un? C'est-à-dire que pour que les autres vous suivent, il va falloir que vous-même, vous puissiez leur convaincre que vous êtes la personne idéale à travers ce que vous reflétez. Et c'est pourquoi c'est d'une importance capitale. Moi, j'ai l'habitude de dire que un bon discours commence du moment où on décide de vous donner la parole. La manière dont vous vous levez doit inspirer de la confiance. La manière dont vous vous déplacez, votre démarche, doit inspirer de la confiance. Mais également et surtout la manière dont vous débutez le discours. Ça, c'est d'une importance capitale. Parce qu'imaginez, la posture que vous adoptez, mais elle reflète votre personnalité. Lorsqu'une personne, elle est là, je commence un discours en disant, « Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très honoré d'être là. » Mais où est la personnalité? Où est le courage?
Là, on adopte ce qu'on appelle une posture de la soumission. On se soumet à son interlocuteur, on se soumet à son public. Alors qu'un orateur, il devient le maître de la scène. Il doit adopter ce qu'on appelle une posture de la fierté. Montrer que je suis fier d'être là devant vous. Et ça, c'est important dans le milieu professionnel. Ce que nous reflétons. Vous voyez quelqu'un qui prononce un discours en disant « Oui, bonjour à tous, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être là devant vous. » Où est heureux là? La joie, elle est où? Mais l'idéal, c'est, lorsqu'on débute un discours, de refléter la confiance, de montrer que nous sommes contents. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à vous, je suis content d'être là. Là, on voit la joie. Et ça, on inspire, on dégage de la confiance en soi. Et c'est extrêmement important. Dans le milieu professionnel, vous voyez, dans une entreprise, par exemple, lorsqu'un employé est là, et qu'à chaque fois que le boss vient, l'employé adopte ce qu'on appelle la posture de la soumission. Il vient, il dit « Bonjour boss, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. » Je vais bien. D'une manière indirecte, l'employé montre à son boss qu'il s'est soumis. Et à chaque fois que le boss voudrait réprimander quelqu'un, il va pas se gêner. Il va se dire que cet employé s'est soumis à moi. Je suis libre de lui dire tout ce que je veux. Au sein d'une même entreprise, vous pouvez voir un autre employé. Lorsque le boss vient, il dit « Bonjour boss, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais bien. » C'est-à-dire que il montre la posture droite, il lève la tête avec le sourire, montrant à son boss que oui, vous êtes mon supérieur. Mais vous me devez le respect tel que moi, je vous dois le respect. Et après, il y aura les autres employés qui vont le critiquer, vont dire que lui, il est one, ou bien lui, il respecte pas. Non, mais en fait, c'est pas un acte irrespectueux, mais en fait, on est en train de montrer que nous incarnons une personnalité. Et que peu importe les circonstances, je suis votre collègue, je ne suis pas votre esclave. Et ça, c'est important. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'il y en a qui manquent de personnalité. En fait, non. Dans la société sénégalaise, d'habitude, on dit que soyez d'MC Burp et tout ça, le chef, tu dois le respecter, tout ça. Et eux, en fait, ils vont, je vais dire, confondre le respect avec la soumission. C'est ça le problème. Et soumission a des significations qui, comme vous l'avez dit, hein, va faire en sorte qu'en fait, que ce boss, ce monsieur, ce chef va, voilà, ne pas vous considérer comme l'autre personne qui vient, le salue avec toute sa personnalité, il lui montre que vous aussi, vous me devez le respect. Exactement. Et c'est pourquoi à l'école de la parole, nous faisons tout pour montrer que, quelles que soient les circonstances, l'orateur doit savoir s'imposer. Parce qu'on est dans un monde où il y a la concurrence. On est dans un monde où chacun doit être en mesure de refléter sa personnalité, donner le meilleur de lui-même. Il y a un module que nous aimons bien dispenser qui s'appelle le speech elevator. C'est-à-dire que dans le speech elevator, lorsque nous allons voir une autorité, un ministre, etc., ou bien un chef d'entreprise, nous avons un projet. Mais en venant présenter le projet, nous faisons tout pour adopter une posture où nous montrons à la personne que ce n'est pas nous qui avons besoin de vous, mais c'est vous qui avez besoin de nous. Ça, c'est important. C'est-à-dire que lorsqu'on y va avec la confiance en soi et qu'on décide de montrer que moi, je suis une personne qui a confiance en moi-même, à travers mes valeurs, à travers mes compétences, à travers mes projets, je suis capable de m'en sortir. Maintenant, pour ce faire, je suis là pour vous présenter quelque chose. Ce sera à vous de l'adopter. Maintenant, si on manque de confiance en soi, mais même à travers la salutation, on peut comprendre si une personne manque de confiance en soi ou pas. Il y a des gens qui saluent comme ça. Il n'y a même pas une poignée de main ferme. Alors qu'en réalité, c'est d'une importance. Pour eux, la meilleure façon de saluer, c'est on doit se courber, on doit desserrer la main, etc. Alors que la personne doit savoir refléter une certaine confiance. Regarder la personne droit dans les yeux, une bonne poignée de main, avec le sourire, bonjour. C'est ça, refléter la confiance et la personnalité, à travers une bonne prise de parole. Et pour moi, un bon orateur doit être en mesure, à chaque fois qu'il décide de prendre la parole, d'émouvoir, de plaire, de convaincre et de séduire. C'est important. Alors, avant de parler des techniques ou de comment émouvoir, plaire et séduire, j'aimerais savoir les signes qui montrent un manque de confiance en soi pour que ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui, qui veulent devenir de grands orateurs comme vous, pourront faire pour
éviter de montrer ces signes en public? D'accord, très bien. Bon, moi, je suis un apprenti, hein. J'apprends toujours de Malo, de Bailly et des autres. Donc, il faut comprendre déjà que il y en a qui, malheureusement, qui fuient le regard. Ça montre déjà que nous manquons de confiance en nous-mêmes. Et culturellement parlant, on te dit, il faut jamais regarder les gens droit dans les yeux, etc. Mais d'une manière professionnelle, c'est extrêmement important lorsque vous parlez, que vous essayez de dire les choses avec conviction. Mais même lorsque vous êtes en couple, lorsque vous êtes devant votre femme, par exemple, et que vous vous réveillez, vous dites à votre femme, je t'aime. mais le regard, vous ne regardez pas votre femme, ça montre en fait que vous manquez de conviction sur ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire l'idéal, mais c'est de regarder la personne droit dans les yeux en lui disant, mais je t'aime, tu es la personne que j'aime le plus au monde. Avant même d'entrer dans le cas du mariage, quand il s'agit des relations amoureuses, copain, copine, là, est-ce que la fille même va te croire? Non, mais c'est clair. Pour dire en soi que, en fait, le regard déjà trahit, en fait, la personne. Maintenant, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les autocontacts. Il y en a qui, lorsqu'ils sont stressés, on comprend à travers leur façon de parler qu'ils se touchent le corps. Par exemple, ils font ça. Il y en a qui se touchent le visage ou se grattent le nez. Voilà. Maintenant, il y en a qui, des femmes par exemple, lorsqu'elles ne sont pas du tout à l'aise, ou bien veulent autre chose, mais il y a des gestes qui trahissent en fait le langage. Si par exemple vous voyez une femme qui est là, qui s'assoit, parlant, ou bien qui est là debout en disant oui, mesdames et messieurs, bonjour, en se touchant les cheveux, mais cela montre en soi qu'elle n'est pas à l'aise actuellement. Maintenant, au-delà de ça, mesdames et messieurs, il faut comprendre que il y en a qui, malheureusement, tremblent des mains. Et maintenant, ce sont des signes qui font de sorte que la personne actuellement n'a pas du tout confiance en elle-même. Et autre chose, pour mettre l'accent, il y a l'expression faciale qui est d'une importance capitale. L'expression faciale qui est d'une importance capitale. C'est-à-dire que il y a une démarche à adopter. Il y a une façon d'être. Et vous voyez quelqu'un qui prononce un discours et son discours devient un discours robotique, vide d'émotion, vide de sens. Comme une lecture. Comme une lecture. Ou bien même, des fois, il trahit même son discours en adoptant une émotion différente. Par exemple, vous devez faire un discours où véritablement vous devez être en colère. Mais il y en a qui, lorsqu'ils sont en colère, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sourient. Mais comment est-ce que toi tu peux être en colère? Je suis vraiment en colère contre toi. Ah, c'est autre chose. Il y a un problème. Cela veut dire que, quelles que soient les circonstances, l'orateur doit tout faire pour se mettre dans les circonstances de sa communication. Et c'est ça qui va faire de sorte que la personne qui est devant vous va se dire que cette personne, c'est une personne extrêmement sérieuse dans ce qu'elle dit. Ça, c'est important. C'est pourquoi maintenant, tous ces éléments, que ce soit la respiration, que ce soit, comment dirais-je, le tremblement des mains, que ce soit l'expression faciale, que ce soit les poignées de main, que ce soit les sueurs, etc. Tout ça font partie des éléments qui montrent en soi que ce que nous sommes en train de dire, ou bien que nous manquons de confiance en nous-mêmes. Maintenant, tous ces éléments constituent véritablement un travail, ou bien un blocage que nous devons travailler. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que l'homme est capable de devenir tout ce qu'il veut, sinon être Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est être Dieu. Mais nous sommes capables de devenir un excellent orateur comme Martin Luther King. Nous sommes capables de devenir un excellent orateur comme Barack Obama. Nous sommes capables de devenir l'orateur que nous souhaitons devenir. Mais pour ce faire, il y a un travail énorme. Lorsque les autres sont là en train de se focaliser sur autre chose, si nous sommes animés de volonté, de conviction, de courage, nous sommes capables de faire énormément de choses. Voilà. Donc il faut tout simplement croire en soi. Croire en soi. Et utiliser la méthode 3-2-1, comme vous avez dit. Ça, c'est important. Ma méthode préférée pour le moment. Super. Alors tout à l'heure, vous l'aviez dit, le regard est très important.
Et en parlant de regard, si par exemple, malheureusement, vous êtes plongé dans une enquête dans votre quartier ou autre, si le policier, par exemple, ou l'inspecteur vous demande une question et que vous êtes là à baisser les yeux et que vous répondez par la négative, je pense qu'ils vous diront directement que c'est vous l'assassin ou c'est vous qui a été complice ou autre. Donc, la confiance en soi est vraiment à travailler partout. Mais pour ajouter un tout petit peu sur le regard, vous savez, beaucoup de personnes, des fois, ratent même leur entretien d'embauche à cause du regard. Supposons vous êtes là devant le recruteur vous dit, voilà, présentez-vous. C'est là, oui, monsieur le recruteur, je suis un bon élément, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Alors que vous manquez de conviction. Vous avez du mal à regarder même la personne. Et pour vous dire, à travers le regard, il y a ce qu'on appelle des regards motivateurs. Vous pouvez vous trouver dans une foule où vous devez prendre la parole. Et qu'il y a une personne qui est là et qui compte énormément pour vous. Supposons moi je suis devant le public comme ça, et je commence mon discours en disant oui, bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis là pour vous présenter un projet. Automatiquement, il y a une personne, il y a ma mère qui entre par exemple. Et là, j'ai envie, juste à travers le regard, elle me regarde, je la regarde. Là, il y a le contact visuel. Et automatiquement, je sens de l'adrénaline. J'ai envie de donner le meilleur. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour que ma mère puisse être contente de moi. C'est pourquoi je parle de regard motivateur. Si vous vous trouvez dans des circonstances où il y a une personne qui, à chaque fois que vous la regardez, cette personne vous booste. Cette personne vous donne confiance. Mais regardez plus cette personne. Parce que vous allez avoir envie d'éblouir. Vous allez avoir envie que cette personne puisse être fière de vous. D'où l'importance de savoir bien observer. Mais dans le cas contraire, où il y a une personne qui, à chaque fois que vous la regardez, vous avez envie de sourire. Faut surtout pas croiser son regard. Ou bien à chaque fois que vous regardez cette personne, vous énervez. C'est seulement dans ce cas de figure qu'on vous demande de sauter cette personne. Parce qu'en fait, lorsqu'un orateur parle, mais il y a la pensée et le langage. Maintenant, là, on traduit en langage ce que nous pensons. Maintenant, on est là, on fait un autre discours, automatiquement notre regard se croise et automatiquement, qu'est-ce qu'on dit? Oh, khol nama. Et là, on se perd. Maintenant, pour éviter des perturbations, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait sauter cette personne. Faites comme si que cette personne n'était pas dans la salle. Et ça, c'est d'une importance capitale. Voilà. Un conseil à bien retenir. Super. Alors, aujourd'hui, avec l'école de la parole, vous dispensez des modules en art oratoire. Certainement, il y en a plusieurs, hein, parce qu'avec ce que vous avez dit, les techniques, le toucher, le regard et tout ça, il y a certainement d'autres, je vais dire, sous-domaines de l'art oratoire à l'intérieur. Tout à fait. N'aviez-vous pas rencontré depuis toutes ces années des personnes qui sont introverties, des personnes timides, qui ont vraiment, je vais dire, du mal à parler? Et est-ce qu'avec vos formations, n'y a-t-il pas en fait des personnes qui n'ont pas réussi à se départir de ce comportement? Vous savez, on nous contacte chaque jour pour nous dire, franchement, coach, nous avons du mal à parler devant les gens. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants, que ce soit même des professionnels, mais il y a toujours cette peur de parler devant les gens. Nous, ce que nous faisons lorsqu'une personne nous contacte, c'est-à-dire que nous faisons tout pour demander à la personne de venir d'abord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Durant nos formations, pour permettre à la personne d'être à l'aise, nous faisons une brise-glace. Nous brisons d'abord la glace. Lorsque nous venons dans nos séances de formation, qu'est-ce qui se passe? On ne s'appelle pas par nos prénoms. On s'appelle par nos surnoms. Maintenant, moi, des fois, on m'appelle Canette, ou bien Petit Cola, ou bien Bouki, ou bien ça dépend, en fait, ça dépend de chaque personne. C'est-à-dire, nous demandons à chaque personne de trouver un nom, pas commode du tout, hein. Amusant, pour déjà créer un lien amical. Maintenant, du moment où la personne en soi, elle est détendue, on a créé ce lien, cette personne va pouvoir être à l'aise pour ensuite faire la formation. Et maintenant, en plus de cela, il y a ce qu'on appelle des séances de méditation. Pour permettre à la personne de se connaître davantage. Pour permettre à la personne de se dire que, quelles que soient les circonstances, je dois être en mesure d'aboutir à cette formation.
Parce que c'est ça l'objectif. Vous savez, tout homme est un orateur potentiel. Tout homme. Maintenant, il y a des prérequis, il y en a qui, véritablement, sont faciles à former. Ils viennent avec une très belle voix, qui viennent avec, voilà, avec des éléments. Maintenant, ce qui reste, c'est de compléter et d'orienter. Il y en a d'autres, malheureusement, où c'est extrêmement compliqué. Maintenant, dans ce cas de figure, nous prenons notre temps pour pouvoir évaluer la personne et y aller pas à pas. Maintenant, il nous est arrivé à ce que la formation dure 3 mois, mais qu'on prolonge pour certaines personnes. Surtout à travers nos formats en ligne, ou bien à travers nos formats personnalisés individuels. Mais pour le format en groupe, d'habitude, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons qu'il y a un côté alpha, un côté oméga, un côté bêta. Maintenant, au début, tout le monde est oméga. Maintenant, à travers les efforts que vous allez fournir, vous allez devenir des omégas. Ok. Maintenant, il y a une concurrence saine que nous allons instaurer. Pour que la personne se dise, je ne vais pas être dans le groupe, l'autre est bêta, moi je suis oméga. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, les omégas auront la possibilité de commander les bêtas auront la possibilité de commander les omégas. Okay. Maintenant, personne ne voudra être commandé. Donc, à la suite de cela, nous allons prolonger pour que tout le monde, à la fin de la formation, puisse être alpha. C'est-à-dire que c'est une pédagogie. Et ça, c'est extrêmement important. La pédagogie, elle est extrêmement importante en matière de coaching. Parce que chacun vient avec ses lacunes, chacun vient avec ses défauts, chacun vient avec son caractère. Il y en a même qui, lorsqu'on parle ou bien on les corrige, ces personnes se mettent en colère. Mais ce sera au coach de se dire que c'est la nature de la personne. Et on accepte. Et pour ce faire, on comprend. C'est pourquoi, quelquefois, il y a eu quelques dérapages, mais nous faisons tout pour dire que la personne... Mais il y en a même qui pleurent. Ils font un discours, tu critiques, après ils pleurent. Ça constitue véritablement des dérapages. Mais nous faisons tout pour joindre l'utile à l'agréable. Et à la fin, la personne vient pour nous dire ah, franchement, on est content. Et je pense que c'est la plus grande joie qu'un coach pourrait avoir à la fin d'une formation, d'un séminaire, ou bien d'une session, que véritablement le participant ou bien la participante vient pour dire je vous témoigne ma gratitude. Ça c'est la plus grande des récompenses. Et c'est pourquoi ça fait chaud au cœur de pouvoir contribuer à l'épanouissement d'une personne, bien à la formation d'une personne. C'est un acte noble. Respect à tous les coachs. On voit que vous aimez bien ce que vous faisiez. Alors, toujours dans ce cas des personnes problématiques, vous n'aviez pas eu une fois à former des personnes du troisième âge, par exemple? Parce que d'habitude, les personnes du troisième âge, plus ils vieillissent et plus ils deviennent, comment dire, très désagréables. C'est clair. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, il nous est arrivé, pour les personnes de troisième âge, de faire des coachings à domicile. Parce que ces personnes-là ne peuvent pas se déplacer. Maintenant, pour donner l'exemple, il y avait une mère de famille, elle était au sein de son entreprise, mais elle avait du mal à s'exprimer. À chaque fois, pour prendre la parole dans les réunions, c'était vraiment compliqué. Maintenant, elle a fait appel à nous. Lorsque nous allons la voir, elle faisait tout pour s'isoler. Voilà. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on faisait? Après les séances et les ateliers, on demandait à toute la famille de venir s'asseoir dans le salon et ce sera à elle de prendre la parole devant la famille. Des fois, c'était un peu plus compliqué parce qu'au début, pour la forcer à faire ça, c'était vraiment compliqué. Mais pour dire que lorsqu'une personne est animée de volonté, sincèrement, et que cette volonté, elle est pure, rien ne peut arrêter la personne. Et pour moi, il faut savoir utiliser les bons mots pour convaincre n'importe quelle personne. Et ça, c'est extrêmement important. D'où la puissance de la parole. Parce que pour moi, la parole n'a pas de limite. La parole, elle est capable d'adoucir. Elle est capable de galvaniser. Elle est capable de convaincre. Elle est capable de motiver. Elle est capable de faire énormément de choses. Et c'est pourquoi beaucoup de personnalités, beaucoup de leaders ont impacté le monde à travers la parole, à travers leur communication, à travers leur manière de galvaniser toute une foule.
Et même dans la foule, il peut y trouver des personnes de troisième âge. Mais regardez, lorsqu'il y a eu, disons, quelques, comment dirais-je, lorsqu'il y a eu, comment est-ce que je vais appeler ça, des revendications, par exemple. Hein. Voilà. Mais nous avons vu des personnes du troisième âge. Hein. Nous avons vu des personnes du troisième âge qui sont sorties, qui ont pris des pierres par-ci, en train de lancer par-là. Mais ça, c'est important pour dire que ces personnes-là ont leur mot à dire et font partie de la société. Et nous devons les écouter. Et nous, c'est ça que nous préconisons. Faire de sorte que nous allons joindre l'utile à l'agréable, nous allons les écouter et ensuite, nous allons donner quelques astuces techniques et exercices pour ces personnes-là. Alors, avant de parler des bons mots et aussi de comment est-ce qu'on pourrait inculquer dès le bas âge à l'enfant les notions, ou je vais dire la capacité à avoir sa confiance en soi, on va faire une petite pause déjeuner. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale. Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de Télé-École. 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de Télé-École. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h. Alors, nous voici revenus sur le plateau. Le coach Diao à présent le ventre bien rempli pour pouvoir continuer son exposé. Carrément. Alors, tout à l'heure, toujours comme thème, développer sa confiance en soi avec l'art oratoire. Je rappelle que nous sommes toujours avec le coach Diao qui est cofondateur de l'école de la parole et coach en art oratoire. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la parole a une puissance et qu'il faut toujours utiliser les bons mots. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait inculquer ça aux enfants dès le bas âge? Comment est-ce qu'ils pourraient avoir déjà cette confiance en soi et grandir avec? Parce que nous voyons déjà qu'avec les petits-enfants, quand vous leur dites quelque chose de mal, au lieu de vous détester, ils vous détestent pas, mais il y a leur confiance en soi qui est en train de diminuer. Et aussi le fait qu'ils sont toujours spontanés en jouant, en parlant, en faisant tout en tout cas. Donc comment aujourd'hui est-ce qu'on peut inculquer ça aux enfants, cette confiance en soi, dès qu'ils sont petits et qu'ils puissent grandir avec? Très bien. Le problème, bon, le leader, hein, je peux. Vas-y. Le problème avec nos parents de nos jours, c'est que lorsque l'enfant fait une bêtise, ou bien lorsque l'enfant est là, à chaque fois, on a l'habitude de gronder l'enfant, on a l'habitude de sous-estimer l'enfant, et ça a un impact psychologique, malheureusement. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'avais parlé de la corde invisible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'enfant est là, et qu'on lui dise « tu ne peux pas faire ceci, tu es dans l'incapacité de faire cela », et même ce n'est pas seulement l'enfant, hein. Des fois quelqu'un entame même un projet, mais c'est son entourage qui est là, disant à la personne « ce projet ne peut pas aboutir, tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela ». Et maintenant, à force d'avoir des critiques négatives, à force d'avoir des personnes qui n'ont pas du tout confiance, foi en nous-mêmes, il y a notre confiance qui baisse. Et maintenant, dès le bas âge, ça pose problème. Parce que si nous avons du mal à encourager, à galvaniser, mais vous pouvez voir un parent, son enfant vient et dit « Papa, j'ai réussi à faire ceci, à faire cela. Ouais, pousse-toi, dégage de là, moi j'ai d'autres choses à faire. » Et là, automatiquement, tu es dans l'incapacité même de féliciter la personne.
de féliciter l'enfant. Et l'enfant, à un certain moment, il va se décourager. Et vous savez, il y a des parents que j'aime bien. Vous savez ce qu'ils font? Ils mettent de l'argent. Il dit, par exemple, toi, mon enfant Sidi, tu es en classe de CM2. À chaque fois que tu as une leçon dessus, tu as 500 francs. Sachant que, toi et moi, on aime l'argent. Sachant que l'enfant aime l'argent, mais l'enfant va se dire, je vais me donner corps et âme pour déjà apprendre mes leçons et ensuite gagner mes 500 francs. Maintenant, lorsque la personne vient, l'enfant vient avec une leçon dessus, on applaudit, bravo, je suis fier de toi, continue comme ça. Et là, on galvanise l'enfant. Et l'enfant va se dire, ouais, donc là, je peux me permettre de faire énormément de choses. Mais il y a l'histoire de Thomas Edison, dont Balo a l'habitude véritablement de raconter durant ses séminaires et ses prestations. Mais lorsque Thomas Edison, son professeur, a écrit une lettre disant dans la lettre que Thomas Edison était un sous-doué et n'avait pas la possibilité de continuer ses études et que Thomas Edison devait sortir de l'école. Mais lorsque Thomas Edison a donné la lettre à sa mère a lu la lettre. Et en lisant la lettre, découvrant que le professeur de son enfant a dit que l'enfant doit sortir de l'école parce que l'enfant est dans l'incapacité de produire intellectuellement. Maintenant, qu'est-ce que la mère fait? La mère renverse la situation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, mon fils, tu vas devoir sortir de l'école parce que ton intelligence dépasse de loin celle de tes camarades. C'est-à-dire, il y a une psychologie inversée. Montre à l'enfant que toi, tu n'es pas sous-doué, mais tu es surdoué. Maintenant, Thomas a grandi pensant que lui, il était super intelligent, alors que c'était faux. Pour dire que chacun d'entre nous, on vit dans une société où nous devons prendre soin de notre enfant, où nous devons galvaniser, féliciter, encourager l'enfant. Parce que l'enfant devient notre meilleur projet. C'est notre meilleur projet. Il n'y a pas plus grand projet que notre enfant. Et si l'enfant grandit, réussit, mais c'est nous les parents qui allons en bénéficier. Tout à fait. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important la psychologie que nous donnons à nos enfants. Donner la latitude et la possibilité à chaque enfant de s'épanouir, à chaque enfant d'avoir suffisamment de confiance en soi. Et c'est pourquoi il y en a qui grandissent comme ça. Ils grandissent en ayant l'intime conviction qu'ils ne peuvent absolument rien réaliser dans cette vie. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai parlé de la corde invisible. Mais c'est exactement ce que nous dit Steve. Steve nous dit, en nous racontant l'histoire, il nous dit, il y a un homme qui avait 2 ânes et n'avait qu'une seule corde. Il attacha la corde sur l'un des ânes et tenait la corde. Les 2 ânes suivaient. Il marcha des kilomètres pour aller au marché. Maintenant, une fois arrivé là-bas, il faisait tard, tout était fermé. Il s'est dit, comme je viens de loin, je vais passer la nuit ici. Demain, très tôt, je prends mes ânes. Maintenant, il attacha l'âne avec la corde sur le poteau. Maintenant, il restait l'autre âne. Il se dit, mais où est-ce que je vais trouver une corde pour attacher l'autre âne? Il était là, inquiet, n'avait pas la possibilité d'attacher l'âne. Il y avait un vieux sage qui était là, assis, observant le monsieur. Il dit, monsieur, viens voir. Jeune homme. Le monsieur vient et lui dit, tu vas faire semblant d'attacher l'âne. Et comme l'âne est habitué à être attaché, il va croire qu'il est attaché et il ne s'en ira pas. Le jeune homme lui dit, vieillard, est-ce que vous êtes sûr? Le vieillard lui dit, si l'âne s'en va, je te paye le prix. Le gars lui dit, ok. Il va, il fait semblant d'attacher l'âne, il vient sur le poteau, il fait semblant, il attache. Ensuite, il va se coucher. Le lendemain, il se réveille, il trouve les 2 ânes là-bas. Il détache l'âne avec la corde. Il tient la corde, il avance. L'âne avec la corde avance, mais l'âne sans corde n'avançait pas. Il vient, il pousse, l'âne faisait des mouvements circulaires. Parce que l'âne pensait que il était attaché. Le vieillard lui dit, jeune homme, viens voir, viens voir. Il vient, il lui dit, tu vas faire semblant de détacher la corde. Il lui dit, mais il n'y a pas de corde. Il lui dit, mais lui, il croit qu'il y a une corde. Et maintenant, il y va, il fait semblant d'attacher, et c'est ainsi que l'âne a commencé à suivre. Okay. Donc, quelle est la morale de cette histoire? C'est-à-dire qu'à force de dire à une personne que tu ne peux pas, que tu es incapable, que tu es faible, que tu es dans l'incapacité de réaliser quoi que ce soit dans ta vie, que tu es un vaurien, cette personne finit par y croire. Donc l'idéal, c'est de toujours, quelles que soient les circonstances, booster la confiance de la personne.
c'est quelque chose de très important, surtout en tout cas pour les enfants. Sûr. Et voilà, on est toujours ravis de vous recevoir ici. Le plaisir est partagé. Alors, toujours dans l'art oratoire, des fois dans les concours d'art oratoire, il y a des personnes peut-être qui peuvent être journalistes, animateurs. Il y a d'autres personnes qui peuvent être slameurs ou poètes. Maintenant, si par exemple vous êtes slameur ou poète, ou même modérateur hein, quelquefois, est-ce que vous n'aurez pas une lacune de présenter un discours? Vu que dans l'art oratoire, je pense qu'il y a des conditions, Tout la à fait. façon dont on doit la présenter. Par contre, un slameur, la façon dont il déclame un discours, ou même un journaliste, ou même un rappeur, n'est pas la même chose. Donc, comment est-ce que ces gens pourront faire pour vivre avec, bon, je vais dire entre parenthèses lacune, vu qu'ils vont entrer dans un autre domaine de la parole. C'est vrai, hein. Vous savez, l'habitude est une seconde nature. C'est pourquoi, lorsqu'on est slameur, rien qu'en observant la personne prester, même si la personne doit faire un discours, il y a cette personnalité de slameur, oui, ce côté slameur, hein, qui vient toujours naturellement, parce qu'on a l'habitude de faire ça. Que ce soit journaliste, rappeur, etc. Lorsqu'on voit un rappeur prononcer un discours, il y a toujours, voilà, la rapidité, le débit de la voix, il y a tchokos, tchokosi, etc. Là, ça vient naturellement, parce que c'est notre habitude. Malheureusement, on parle d'art oratoire. Et qui dit art, dit forcément des règles. Et dans une prise de parole, c'est d'une importance capitale de savoir respecter les règles. Même si, toutefois, il y a des orateurs qui peuvent se permettre de contrer les règles. Hein. Donc voilà, d'aller au-delà des règles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, dans une prise de parole, c'est d'une importance capitale d'honorer et de savoir gérer les règles convenablement. Maintenant, ce côté slam ne doit pas prendre le dessus sur un discours. Ça peut avoir un côté charmant hein, de combiner les deux, mais avec modération. Ça, c'est important. Parce qu'on ne peut pas venir voir un slameur endurci et lui imposer d'adopter un discours normal sans pour autant faire du slam. Ça peut être quasiment impossible. Mais on peut lui demander d'amoindrir ce côté slam. Et là, ça peut panacher les deux, et ça peut donner quelque chose. Mais en vrai, moi, ce que je recommande pour ces personnes-là, c'est de contextualiser le discours. C'est-à-dire, en fonction des circonstances, nous devons être en mesure de tenir le discours adéquat. Si, par exemple, on est avec les slameurs, on peut étaler notre talent de slameur, naturellement. Si on est avec les orateurs, également, on doit régulariser ce côté slam. Dans une prise de parole, c'est d'une importance capitale de savoir véritablement se tenir en soi. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, dans les concours, il faut plus refléter ce côté orateur. Parce que vous pouvez être face à un jury extrêmement exigeant. Maintenant, face à cette situation, se disent que voilà, cette personne est venue en train de faire du folklore, ou bien du show, etc. Maintenant, ils peuvent voir ça autrement. Oui. Alors qu'en réalité, on doit peut-être respecter les consignes, respecter les règles. Ce que je donne comme conseil, c'est d'adopter le miroir, ou bien de se filmer. Par exemple, si on a un discours, et qu'on est slammer, on s'entraîne. Soit on est devant la glace, en parlant, on se corrige. Ou bien on allume son téléphone, on met la caméra, ensuite on prononce le discours, et là on revient, on visualise. On se dit, sur ce côté-là, ou bien sur ce passage-là, j'ai dit ceci, c'était assez slavique, je ne sais pas s'il y a le mot existe. Donc là, je dois peut-être rectifier cela. C'est-à-dire, on s'auto-évalue, on s'auto-critique. Et là, on essaie de régler les choses comme il faut. Que ce soit le journaliste, que ce soit le rappeur. Mais ce qui est important, c'est que tous les orateurs ont un point commun. C'est que eux, lorsqu'ils parlent, ils parlent clairement et ils ont la possibilité de séduire et d'éblouir. D'accord. Alors, merci pour cette précision de taille quand même. Mais aujourd'hui, quand on parle de confiance en soi, là, je vais dire de confiance en soi débordante, quelqu'un qui avant, qui ne parlait pas, peut-être était timide, mais maintenant, en suivant par exemple votre formation, c'est bien s'exprimer en public, se défoule devant les gens.
et que par la suite, les gens commencent à dire, voilà, les personnes de son entourage viennent dire que waouh, yo des bingo mené wax ba légui kenn amatul jàmm. Et là, je vais pointer du doigt ces orateurs, ou je vais même dire apprentis, un petit apprenti orateur, qui dès qu'ils savent déjà qu'ils peuvent parler, ne vont plus se taire. Ils vont parler n'importe comment, s'adresser n'importe comment à n'importe qui, hein, sans même faire de distinction. Comment est-ce que vous avez eu à rencontrer ce genre de personnes? Ou si vous n'en avez pas eu à rencontrer, qu'est-ce que vous conseillez à ces genres de personnes? Oui, vous savez, lorsqu'on aime parler, lorsqu'on est animé par une passion et qu'on suit la formation, on est tout le temps avec des orateurs. On prononce tout le temps des discours. À la fin, oui, on se prend pour un dieu de la parole, hein. Parce que on aime parler, on aime montrer la personne que nous sommes, on aime dire que nous sommes éloquents, etc. Parce qu'en fait, l'orateur, il aime parler, il aime être écouté. Et c'est pourquoi on peut avoir des personnes qui sont là et qui se disent, voilà. Moi, en tout cas, j'en connais. Ouais, non mais c'est clair, hein. Qui après avoir fini la formation se disent, maintenant, je suis un orateur de taille. Ne parlez plus. C'est à moi maintenant de parler. Mais il faut comprendre que, on n'est pas tout le temps orateur. Il faut savoir faire la distinction. On n'est pas tout le temps orateur. Moi, par exemple, lorsque je suis avec les étudiants, les étudiantes, avec nos participants, là, je me dois d'adopter la posture de l'orateur. Parler. Martin Luther King, un très grand orateur, n'est pas tout le temps orateur. Martin Luther King qui prononce un magnifique discours, I have a dream. Mais Martin Luther King, un orateur que j'aime bien, mais lorsqu'il va à la boulangerie, par exemple, il va pas venir pour dire, oh boulanger, vendez-moi un pain. Non! Mais il vient, il dit, boulanger, vendez-moi un pain. C'est-à-dire, il sait faire la distinction entre là où je dois prendre la parole en tant qu'orateur et là où je dois être une personne normale. Et c'est pourquoi je m'en vais dire que chacun d'entre nous, nous portons ce qu'on appelle un masque. Le masque que j'ai à la maison, c'est pas le même masque que j'ai à l'école. Le masque que j'ai ici, c'est pas le même masque que j'ai lorsque je suis avec Mbalo, avec Mbaye, etc. Cela veut dire que nous devons savoir faire la distinction entre les lieux. Et Mbalo a l'habitude de dire, oui, la parole souffre de trois choses, la dire là où il ne faut pas la dire, par qui ne doit pas la dire, etc. Mais cette citation tire tout son sens. Parce qu'en réalité, un orateur n'est pas tout le temps orateur. Il doit savoir faire la distinction, le distinguo, et se dire que il va y arriver un moment où je ne dois pas parler. Tu dois me taire. Mais écouter, me taire. Et maintenant, lorsqu'on écoute, on apprend. Et lorsqu'on apprend, nous sommes capables d'amasser beaucoup de connaissances. Et lorsque les connaissances sont réunies, c'est à ce moment-là qu'on explose. Mais on explose avec prestance, avec élégance, avec charisme, et pas n'importe comment. Voilà. Oui, non. En fait, on doit devenir des artistes de la parole. Oui. Les gens, lorsqu'ils nous écoutent parler, doivent nous envier. Parce que c'est la parole qui détermine la personne que nous sommes. Lorsqu'une personne prend la parole, automatiquement, il y a un jugement qui se décide. On ne peut pas ne pas juger. Même si le jugement est une prérogative qu'on doit laisser à Dieu. Pour parler comme Sartre qui dit que le jugement, on doit le laisser à Dieu parce que lorsqu'on le juge, on le chosifie. Il n'a pas dit qu'on doit le laisser à Dieu, non. Il dit, lorsqu'on le juge, on le chosifie. Cela veut dire que l'homme est en mesure de dire certaines choses et qu'on ne doit pas le juger. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de juger. Lorsque je vois Mbayen qui entre et qui commence l'émission, je dis, oh, elle parle bien, elle présente bien. Je me dis ça dans ma tête. Et pourtant, je ne l'ai pas dit à Mbayen. Mais pourtant, je fais un jugement. Lorsque on m'écoute parler, mais qui c'est-à-dire que l'homme est comme ça. Maintenant, si on adopte ces jugements, nous devons être en mesure, mesdames et messieurs, de se dire que, ah, moi, je dois parler comme ceci, comme cela, etc., pour adopter une forte personnalité. Parce que, quoi fait? Pour dire en soi que, képp ki nga xamante ne da ngay jël kàddu rek
yaa ngi dévoiler sa personnalité des fois nit wax ñu ne kat ah diw mi kat dafa yaru nit wax ñu ne ah diw mi ki dafa réew nit wax ñu ne kii vraiment ku charismatique la cela veut dire quoi? Cela veut dire en soi que c'est la manière dont nous prenons la parole qui détermine la personne que nous sommes. Et pour dire, un orateur doit savoir émouvoir. Madame Boywar, tu dois savoir parler avec le cœur. C'est pourquoi dans nos séminaires de formation, il nous arrive d'adopter ce qu'on appelle la reprogrammation mentale. C'est-à-dire, on parle, et les gens, il y en a qui pleurent, il y en a qui hurlent. Parce que tellement tu arrives à les atteindre. Tu arrives à toucher le cœur. Et lorsque tu arrives à toucher, à percer le cœur, cela veut dire qu'il y a des souvenirs qui reviennent. Il y a des choses dont nous avons vécu, que tu as eu à toucher. Et c'est à ce moment-là que la personne en soi est à découvert. Et maintenant, c'est pourquoi beaucoup de leaders ont su employer les bons mots pour toucher le cœur de la personne. Et ça, c'est extrêmement important. Mais beaucoup de peuples se sont soulevés à travers un bon discours. Beaucoup de peuples ont été galvanisés. Mais moi, je me dis, lorsqu'il y a même une guerre, par exemple, mais je me dis que le commandant, le leader du groupe, mais il fait un discours. Mesdames et messieurs, on se bat pour nos enfants. On se bat pour notre patrie. Donnez-vous à fond. Pour bien les encourager. Mais moi, je me dis, même dans la sélection de football, mais il doit y avoir un discours poignant. Joueurs et Dougou, avant de jouer, on tient un discours. Chacun d'entre eux, on les galvanise. Mais ça, c'est extrêmement important. Mais dans les grands clubs, des fois, premier mi-temps, premier mi-temps, ils font du n'importe quoi. Nous Dougou, coach veut tenir un discours énorme, ou bien l'adjoint du coach tient un discours énorme. Mais ils reviennent. Mais tu vois des personnes extrêmement engagées, galvanisées, pour montrer qu'un bon orateur, c'est quelqu'un qui sait toucher. C'est quelqu'un qui sait faire. On te pousse à agir. Mais si un orateur est dans l'incapacité de te toucher jusqu'au point de te pousser à agir, cela veut dire qu'il a failli à sa mission en tant qu'orateur. C'est pourquoi, en soi, je vous exhorte ici et maintenant, vous qui nous suivez, de prendre la parole, d'oser prendre la parole, de vous afficher, de vous affirmer, de vous imposer et de dire ce que vous pensez parce que vous êtes en mesure de le faire. Point barre. J'espère que le message est bien reçu par nos téléspectateurs. Alors aujourd'hui au Sénégal, pour pouvoir développer sa confiance en soi, pour pouvoir, on va dire, entrer dans l'art oratoire, est-ce qu'il y a un espace dédié dans lequel les jeunes peuvent développer cet art oratoire et gagner en confiance en soi? Mais bien évidemment, par exemple, à l'école de la parole, nous faisons tout pour rassembler la jeunesse autour d'un idéal, la communication. Parce que nous avons une conviction. On se dit que si la personne est dans l'incapacité d'exprimer ses émotions, elle l'exprime autrement, notamment à travers la violence. Oui, c'est pourquoi des fois même, ton mari te dit une chose, tu es dans l'incapacité de faire de la chose, ton mari n'est pas orateur, qu'est-ce qu'il fait? Il te bat. Alors qu'en réalité, si ton mari était orateur, il allait te dire, mon cœur vient. Je sais que ce que tu as fait, c'est pas bien. Pour montrer en soi que, des fois, c'est extrêmement important d'utiliser les mots, la parole, plutôt que la violence. Et c'est pourquoi c'est cette chose que nous inculquons à la jeunesse, en disant que vous n'êtes pas là pour détruire, parce que nous avons déjà construit. Maintenant, nous pouvons gérer les choses, nous pouvons aller de l'avant à travers les mots. Et c'est à travers les mots que nous pouvons rétablir énormément de choses. Moi, je me dis que des guerres auraient pu être évitées si l'humanité avait parlé. Parce que, Olof Ndiaye nena, réro amul, ñàkk waxtaan am. Et du moment où il n'y a pas d'échange, du moment où il n'y a pas de dialogue, cela veut dire que forcément on peut faire recours à la violence. Et c'est pourquoi c'est d'une importance capitale de réunir la communauté et cette communauté eudépienne dont je salue de passage pour leur dire que vous avez la latitude de parler. Et cette prise de parole, nous l'amplifions à travers un concours. C'est pourquoi chaque année, nous organisons un concours national d'art oratoire intitulé l'Agora.
Oui. Oratora, agora. Cela veut dire que c'est comme une sorte de pinch où les meilleurs orateurs du Sénégal se rassemblent pour se disputer le titre du meilleur orateur du Sénégal. Maintenant, là, il y a des suites de présélection où nous faisons tout pour piocher, pour prendre les meilleurs. Et maintenant, à l'issue de cela, il y a en général 16 finalistes qui font se disputer le titre. Pour dire que c'est un concours qui permet à chaque personne non seulement de participer, de gagner en expérience, de s'améliorer, mais de bénéficier également d'une formation. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je me dis que trop de folklore, trop de distraction n'est pas bon pour la jeunesse. La jeunesse doit savoir faire des concours, doit savoir adopter une compétition. Et c'est à travers les compétitions que nous renforçons notre capacité. Parce que si on imagine que nous avons une compétition, mais on se prépare davantage. On prépare les concours, on prépare les discours, et là on vient et on se renforce. C'est pourquoi lorsque nous faisons un concours, une compétition, on ne perd jamais. Il n'y a pas une seule personne qui participe à un concours et qui perd. Jamais au plus grand jamais. On gagne toujours en expérience et on devient toujours meilleur. D'accord. Alors, vous dites que ça va confronter les meilleurs orateurs du Sénégal. L'école de la parole a son siège à Dakar. À Sacré-Cœur. Voilà. Donc, comment est-ce que ça va se passer avec les candidatures qui viendront des différentes régions? Bon, d'habitude, lorsque nous lançons le concours, il y a entre 300 et 500 candidats. Maintenant, nous avons déjà bouclé la présélection actuellement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En primo, nous allons faire une présélection en ligne. C'est-à-dire, chaque candidat aura la latitude de se présenter, de faire une vidéo d'1 minute pour se présenter, dire l'intérêt qu'il porte à ce concours. Maintenant, il va nous envoyer le lien de la vidéo via une plateforme, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, ça dépend. Maintenant, nous allons visualiser les vidéos, les différentes présentations. Et là, à l'issue de cela, nous allons prendre les plus belles présentations. Maintenant, ça va nous permettre au moins de savoir qu'il y a ces personnes-là qui sont vraiment bien actuellement. Maintenant, il y aura une seconde phase où il y a une présélection physique, où le candidat sera là devant un jury et il va étaler un discours qui varie entre 3 minutes et 5 minutes. Maintenant, à l'issue de cela, dans les 14 régions, nous allons prendre les 16 meilleurs orateurs. Ou bien même les 15 meilleurs orateurs, ça dépendra. Maintenant, les 15 meilleurs orateurs vont se disputer le titre de l'orateur de l'année à travers un événement magnifique, un événement énorme, grandiose. Maintenant, ce sera la grande finale, où tout le monde sera là, les 15 orateurs vont venir avec leurs supporters, la salle sera pleine à croquer, il y aura des discours, on va festoyer, et j'espère que Télé-École sera de la partie également. Inch'Allah, vous êtes tous invités. Super. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a déjà fait le tour du thème. Alors, je rappelle le thème aujourd'hui avec la rubrique Leadership et Éducation. Nous avions parlé de comment développer sa confiance en soi avec l'art oratoire. Je rappelle que nous avions eu comme invité Coach Diao, qui est cofondateur de l'école de la parole et coach en art oratoire. À l'école de la parole, vous êtes 3 coachs, n'est-ce pas? Oui. Vous, Coach Diao, Coach Bay et Coach Balo, c'est ça? Très bien. Alors, nous avions d'abord commencé par la définition des termes en parlant de la confiance en soi et de l'art oratoire. Confiance en soi, la capacité de croire, le fait de croire déjà en ses capacités, l'art oratoire, le fait de parler bien en public et de préciser aussi que l'art oratoire a plusieurs sous-domaines dont vous aviez eu à parler et de dire aussi que les méthodes à avoir pour avoir confiance en soi, la méthode qu'il nous a racontée, c'est le fameux 3-2-1. De toute façon, dites-vous que quand vous le faites, après, ça sera fini. Donc, faites-le demain et après, ça sera fini. Donc, allez-y. Et qu'il y a aussi différentes manières, en fait, de vivre la peur. Mais l'importance, carrément, c'est de toujours oser, de toujours avoir cette audace et de apprendre à vivre, bien sûr, avec cette peur. Donc, vous avez aussi eu à parler sur les 2 formes de peur. Et aussi, la solution pour pouvoir vivre avec cette peur, c'est la méditation. Et que même les personnes qui sont introverties, timides, à travers leur formation, à travers aussi son envie de vouloir réussir, vous pouviez être un bon orateur. Et qu'il y a même aussi des personnes du 3e âge qui se joignent assez tard. Voilà, donc
et aussi les qualités essentielles pour devenir un bon orateur. La confiance en soi déjà est là, le charisme, l'intonation, la posture, la gestuelle et bien sûr le fameux dangawane ou être hautain, je vais dire. Alors, Coach Diao, à la fin de cette rubrique aujourd'hui et de ce thème, qu'est-ce que vous aviez à donner comme conseil à une personne qui débute en art oratoire et qui souhaite développer sa confiance en soi? Et un dernier mot que vous laissez bien sûr aux téléspectateurs de Télé-École. Très bien. Déjà, pour la personne qui souhaite débuter, disons une carrière en art oratoire, le conseil que j'ai à donner, c'est d'imiter. L'imitation. D'accord. Aristote disait que l'homme apprend par le biais de l'imitation. Nous voyons quelqu'un qui marche d'une manière magnifique. Non, je veux être comme lui, je veux marcher comme lui. Et là, automatiquement, on marche. On voit quelqu'un parler, ah, il parle bien, je veux parler comme lui. C'est-à-dire que l'homme apprend par le biais de l'imitation. Maintenant, Aristote ne parle pas d'une imitation parfaite. Non. D'une imitation qui est synonyme de recréation. Cela veut dire quoi? Lorsqu'une personne parle bien et que vous suivez la personne, vous aimez écouter la personne. Maintenant, essayez de parler comme lui, mais ne l'imitez pas exactement textuellement. Non, parfaitement. Il faut, à travers l'imitation, apporter votre propre touche personnelle. Ça va vous aider. Maintenant, Barack Obama parle bien, je regarde la manière dont Barack Obama parle, j'essaye de l'imiter un tout petit peu, et ensuite j'ajoute ma propre touche personnelle. Et là, on crée l'authenticité. Et maintenant, au fur et à mesure, nous allons voir et développer véritablement les règles de l'art oratoire. Ça, c'est véritablement le conseil que j'avais à donner à une personne qui veut débuter la prise de parole. Ça, c'est important. Maintenant, je tenais également à remercier Télé-École, à remercier Mbayang pour le travail que vous êtes en train de faire pour la jeunesse, pour l'éducation surtout. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement noble de pouvoir contribuer à l'éducation, à la transformation, à la formation d'une personne. Parce que comment serait la société si nous, on n'était pas éduqués? Comment serait la personne si nous sommes dépourvus de formation? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, mais, il y aura un problème. Chacun sera libre de faire, ou il y aura même l'anarchie en soi. Cela veut dire que vous êtes en train de contribuer à la transformation de la société. Et ça, c'est un acte noble. Et nous sommes très très contents de voir qu'au moins, il y a une chaîne de télévision qui est uniquement consacrée à l'éducation, à la formation. Chapeau bas à vous. Ça, je tenais à le dire, sincèrement. Peut-être le mot de la fin, c'est de dire que la beauté n'a de sens que si la mocheté existe. Ça, c'est très vrai, trop vrai même. La vie également n'a de sens que si la mort existe. La prise de parole n'a de sens également que si le silence existe. Mais un bon orateur, c'est quelqu'un qui sait parler. Et c'est également quelqu'un qui sait se taire. Et c'est ce qui fait de nous des êtres uniques, exceptionnels, charismatiques. Et jovial également. Oui, je suis très immature et les autres coachs le sont également. Même Bayek est immature, mais elle vous le cache. Mais pour dire en soi que nous devons tout faire pour travailler sur notre éloquence. Nous devons tout faire pour travailler sur notre communication. Parce que dans le monde actuel, on ne peut pas se passer de la communication. Pour présenter un projet, il faut parler. Pour faire un entretien d'embauche, obtenir le job de ses rêves, il faut parler. Pour faire une réunion, il faut parler. Dans n'importe quelle situation, on se doit de prendre la parole. Et comme dit l'adage, qui ne dit rien, consent. Et n'acceptez pas qu'on parle à votre place. Parlez. Merci. D'accord. Alors, merci beaucoup pour le conseil. J'espère que ça sera bien retenu par nos très chers auditeurs et les jeunes qui veulent commencer leur aventure dans l'art oratoire. Alors, merci encore au coach Diao d'avoir été là. Ça a été un plaisir d'être avec vous. C'est également un plaisir de vous accompagner, très chers auditeurs, chaque jour ici à la matinale éducative de la Télé-École. Merci de votre fidélité à nos programmes éducatifs et je vous dis à bientôt
dans nos prochains programmes et aussi pour la découverte de nouveaux invités de marque. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative.